elle-même, et c'est finalement un exploit. Et effectivement, Dakar est une capitale intellectuelle et le deviendra de plus en plus. Merci dames, on s'était vu lors des Jeux Olympiques, effectivement, sur le sport, et bientôt il y aura les Jeux de la jeunesse à Dakar, ça sera les premiers Jeux mondiaux dans un pays africain. Bravo au Sénégal pour le faire, et merci à Ousmane Diop d'avoir monté cette conférence, on l'a préparée de longue date, et merci à tous de votre accueil chaleureux, ça fait vraiment chaud au cœur et je vous remercie. Je pense qu'on ne peut pas trouver un moment plus important, plus adéquat que de parler aujourd'hui de souveraineté, de parler aujourd'hui de géopolitique, parce que nous sommes évidemment à un tournant des relations internationales, qui est à la fois une opportunité, mais qui est aussi une source de danger. Je pense que si on regarde les choses de façon objective et qu'on ne se laisse pas aller par l'emportement ou par le politiquement correct, le fait de dire qu'il y a une sorte de prêt-à-penser occidental. En fait, quand on regarde les choses avec clarté, et peut-être aussi un peu avec courage, jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un État qui tenait aussi peu compte du reste de l'environnement international. Jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu un pouvoir, un chef d'État. Jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu un chef d'État qui tenait aussi peu compte des institutions multilatérales et de l'ordre international. Et qui tenait aussi peu compte de notre sujet d'aujourd'hui, la souveraineté des autres États, parce que jamais nous avons eu un chef d'État qui tenait aussi peu compte de tous les autres États des 192 autres nations membres des Nations Unies dont d'ailleurs il veut se débarrasser. Le problème, c'est que ce chef d'État est à la tête de l'État le plus puissant du monde. Et peut-être que jamais nous n'avons eu un chef d'État depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale aussi ivre de sa puissance, aussi prêt à abuser d'elle soit par la coercition économique, soit par la coercition militaire, son point de vue et entraver la souveraineté des autres nations. Et selon que les autres nations résistent, le monde sera radicalement différent. Donald Trump veut mettre fin à l'ordre international bâti après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il estime notre puissance et à la puissance des États-Unis. Parce qu'il estime que le droit est fait pour protéger les faibles et que les faibles n'ont qu'à souffrir et les puissants, fait national bâti après la Seconde Guerre mondiale, répondaient à un besoin. Il répondait à quel besoin? Mettre fin au délire du nazisme et du fascisme. Pouvait envoyer à la mort des milliers de gens en toute impunité. C'est parce que le nazisme a fait tant de dégâts que nous avons créé collectivement les Nations Unies, même s'il y avait encore à disposer d'eux-mêmes pour les peuples occidentaux, en oubliant que les peuples du Sud avaient également le droit à disposer d'eux-mêmes, ce qu'ils allaient réclamer avec force et avec succès très vite. Et donc c'est pour mettre fin à cela que la souveraineté, dans un cadre étatique, c'est le fait que le peuple souverain exerce ses droits et que l'État doit rester le cadre des relations internationales, que l'État doit rester l'acteur. Les États sont redevables, ont une responsabilité devant au moins leur opinion, alors que les autres responsables n'ont pas cela. Et donc c'est bien dans le cadre étatique que doit s'exercer la souveraineté. Par 3 fois au cours du XXe siècle, nous avons manqué une étape historique de bâtir un ordre nouveau que l'on réclamait. Après la Première Guerre mondiale, avec une société des nations, et il faut se rappeler des mots déjà d'un des 2 seuls États indépendants de l'époque, et Ali Sélassié, l'empereur d'Éthiopie, avait dit « Si vous laissez l'Italie, qu'elle allait souffrir après ». On n'a pas entendu cet avertissement parce que c'était un pays africain et donc les pays occidentaux pensaient que c'était pas très grave. Et en fait, Ali Sélassié avait été visionnaire. L'Italie avait violé la souveraineté de l'Éthiopie et ensuite l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste allaient violer toutes les souverainetés en Europe. Les 2 guerres avec effectivement un système où les grandes nations étaient responsables de la sécurité collective. Mais ce Conseil de sécurité
c'est la division. Parce que les alliances militaires ont pris le pas sur le fait que la sécurité était de l'ordre des Nations Unies. Il y a une exception à cela, une seule. Lorsque Gorbatchev, à la tête de l'Union soviétique, a accepté une cession de son allié irakien qui avait envahi le Koweït, qui avait totalement violé la souveraineté du Koweït en l'annexant, et Gorbatchev avait dit « Je préfère préserver le droit international, donner toute sa puissance aux Nations Unies, plutôt que de protéger un allié qui s'est mal comporté, et il faut prévoir l'avenir. » Et effectivement, la guerre du Golfe de 90 n'a rien à voir avec la guerre du Golfe de l'année. C'est une guerre décidée au nom du droit international, au nom de la préservation de la souveraineté, alors que celle-ci s'est en violation de l'Iran et aujourd'hui de même la guerre de 2003 s'est faite en violation. Il n'est pas question de dire que de l'Irak de Saddam Hussein, pense-t-on de l'Iran de Khamenei. En fait, la souveraineté ne se discute pas. L'État est souverain et un État extérieur n'a pas à dire qu'il doit être géré, par qui il doit être placé. Parce que c'est la porte ouverte à tous les où effectivement, on a beaucoup entendu. Donc Gorbatchev avait privilégié effectivement les Nations Unies, la sécurité collective au sens du terme, où la force est mise au service du droit et non pas où le droit est mis au service de la force. Et c'est une distinction fondamentale. Malheureusement, nous n'avons pas su tenir compte de ça et les pays occidentaux, notamment au sommet du G7 de 1983, abandonné Gorbatchev, et notamment les États-Unis, qui à l'époque étaient dirigés par George Père, puis ensuite Clinton, ont préféré en fait être vaincus que les bâtisseurs d'un nouvel ordre mondial. Et effectivement, je dis le Congrès en janvier 1983 dans son discours sur l'état de l'Union, grâce à Dieu, l'Amérique a gagné la guerre. Mais l'Amérique n'a pas gagné la guerre. C'est Gorbatchev qui avait accepté son soutien de changer international, de passer par l'ordre où les pays rentrent en où qu'un ne veut pas imposer. Et Gorbatchev avait mis à la souveraineté du pacte de Varsovie, décrite par Brezhnev en 1968 lorsque les pays du pacte envahissent la Tchécoslovaquie, en disant que seulement la souveraineté des pays communistes, des pays du pacte de Varsovie, était limitée par rapport à celle de l'Union soviétique. Et donc, il dit on va passer cela à une doctrine où chaque chemin est lui. C'est la seule protection de l'ordre international. Que la souveraineté, c'est l'arme anti-guerre. Les guerres sont des déclarations de souveraineté. Si l'on respecte la souveraineté des autres, il n'y a pas de guerre. Et qu'est-ce que l'on se dit? Après de guerre, les guerres du jour, on remet en cause par une partie de revanche qu'a donné la guerre d'Irak en 2003. Une fracture entre l'islam et l'Occident. Que va donner cette guerre de 2026? Effectivement. Et donc, il dit à chaque fois qu'on peut soutenir un pays dictatorial et qu'au nom de la démocratie, on va faire la guerre. Mais la démocratie, elle se bâtit de l'intérieur de chaque État. La démocratie n'est pas un produit d'exportation, ni d'importation. La démocratie est un processus national. Parce que chaque nation a son propre ADN, chaque nation a son histoire, chaque nation a ses racines propres. Et ce n'est pas au monde extérieur de dicter la conduite, sauf à un monde, finalement, un monde où, au nom de la mission civilisatrice, l'Occident à la conquête du reste du monde et voulait imposer au nom du monde humain. Le fait de prôner la démocratie par la force est un leurre, est en fait un piège qui vient déguiser les intentions profondes qui sont un pouvoir de domination et un pouvoir d'asservissement des autres nations contre lequel il est lutté. Et donc, effectivement, il ne faut pas tomber dans le piège d'un discours qui habille au nom de la promotion de la démocratie, une soif de conquête, une soif d'asservissement des autres. Avec sa doctrine Make America Great Again,
a compris qu'il est dans une relation bilatérale plus fort que les autres et qu'il peut imposer ses vues s'il prend les autres pays par pays. Et donc, soit par la contrainte économique en disant si tu n'es pas content, je fais des blocus, si tu n'es pas content, je mets des tarifs exceptionnels, soit allant jusqu'à utiliser les armes, comme il l'a fait contre l'Iran, alors qu'il avait été élu pour mettre fin aux expéditions militaires qui se sont toutes terminées par des échecs flagrants. Toutes les opérations militaires occidentales, depuis le début de ce siècle, ont constitué des échecs flagrants, quels que soient les prétextes au nom duquel elles ont été mises en œuvre. De l'Afghanistan en 2001, où une intervention est intervenue pour chasser les talibans, pour dépenser 2 000 milliards de dollars en 20 ans, dans un pays où le PIB est de 20 milliards de dollars, pour revoir les talibans revenir au pouvoir en 2021, parce que les libérateurs ont vite été vus comme des occupants. La guerre en Irak de 2003 était une guerre parfaitement illégale, sans autorisation du Conseil de sécurité, et la guerre, les Nations Unies, la Charte des Nations Unies avait interdit le recours à la guerre, sauf 2 exceptions, la légitime défense, mais la légitime défense ne peut pas être préventive, c'est un oxymore, il n'y a pas de légitime défense préventive. Il n'y a de légitime défense que si vous êtes vous-même agressé militairement par un autre État, ou décision collective de sécurité qui a été mise une fois en œuvre et ensuite, eh bien, une fois encore, l'Occident et les États-Unis ont préféré gagner la guerre froide que bâtir avec Gorbatchev. Ils ont préféré voir une Union soviétique imploser pour être répartie en 15 États en pensant qu'ils seraient plus faibles. Qu'est-ce que cela a donné? Ça a donné le goût de la revanche de Poutine. Et Poutine est arrivé au pouvoir pour restaurer la grandeur de la Russie, qui avait été humiliée dans les années 90, sauf qu'il a à son tour fait l'erreur de vouloir imposer à son voisin ukrainien sa volonté, de nier la souveraineté de l'Ukraine, et finalement, à partir de 2022, il a quelque part perdu son pari parce que la Russie gardera une partie du territoire ukrainien, très probablement, qui ne sera pas reconnue, mais la Russie sera moins puissante que si elle avait évité le recours à la guerre. Et là, dans cette guerre que Trump a lancée, bien sûr, il a le triomphe des apparences. Il va dire qu'il a mis fin à la guerre, qu'il a obtenu tout ce qu'il voulait, mais c'est un peu comme dans le conte de l'empereur aux habits neufs, où tout le monde vient flatter l'empereur en disant qu'il a les plus beaux habits du monde, alors qu'il est nu, et que c'est un enfant qui doit lui dire la vérité. Et en fait, la vérité, c'est que Trump a perdu cette guerre, parce qu'il a obtenu la réouverture du détroit d'Ormuz, qui était ouvert avant qu'il ne fasse la guerre, et que maintenant l'Iran fait un péage sur ce qui était gratuit auparavant, et surtout, eh bien, on a vu que la force militaire ne pouvait pas déboucher sur une solution politique s'il n'y avait pas ensuite un agenda politique. Et que quand on s'appuie uniquement sur la force militaire, quand on a un gros marteau, on a un peu tendance à avoir des clous partout, et donc ça a été un échec, et en fait c'est la faiblesse américaine que l'on voit. Et donc maintenant le défi des autres nations, c'est effectivement de tenir compte de ça et de rehausser le multilatéralisme. Il n'y a pas de solution à tous les défis qui se posent à l'humanité en dehors du multilatéralisme, et le multilatéralisme est le respect de la souveraineté des autres. La souveraineté de chacun renforce la mienne propre. Et si chacun est effectivement souverain, il peut s'autodéterminer et il peut trouver des solutions sur une base égalitaire, pas sur des bases où on impose une solution à un pays parce qu'on pense qu'il est plus faible. La grande révolution stratégique en cours aujourd'hui, c'est donc cette tentative américaine de s'imposer par la force. Et en fait, Donald Trump a mis fin au monde occidental. Il n'y a plus de monde occidental. Le problème, c'est que les Européens ne s'en rendent pas encore tout à fait compte. Mais nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'Européens, dire que nous appartenons au même modèle civilisationnel qu'un pays qui dénie autant les droits humains, qui dénie autant le droit international, qui dénie autant le multilatéralisme, qui dénie autant le respect de la vie, tout simplement. L'Europe affiche des principes qui sont contraires, et d'ailleurs J.D. Vance, le vice-président américain, l'a très bien dit à Munich l'an dernier, en février, qu'il y avait un gap civilisationnel entre les États-Unis et l'Europe, à nous, Européens, de le réaliser, et de dire qu'on ne peut plus continuer comme cela, à se masquer la vérité à nous-mêmes, et à penser que l'on va retrouver une entente avec les États-Unis. Les États-Unis nous crachent un peu au visage, et il ne faut pas dire qu'il pleut. Il faut dire, OK, nous, on a des principes, on va aller autrement. Et le problème, c'est que
La différence entre le premier mandat de Trump et le deuxième, c'est que dans le premier mandat de Trump, il y avait des gens qui, dans son entourage, pouvaient lui tenir tête, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que des gens qui ne viennent qu'exciter ses penchants les plus néfastes et qui conduisent comme des courtisans. Tout pouvoir doit se méfier de cela. Trump croit triompher et en fait, il a amené un échec patent parce que cette guerre d'Iran qui a échoué, qui a quand même fait beaucoup de destruction, tous les pays du monde ont souffert de cette guerre. D'un point de vue économique, aussi bien la France que le Sénégal, une guerre pour laquelle nous n'étions pour rien, une guerre pour laquelle nous n'avons pas été consultés, une guerre auquel Trump voulait que l'on soit ensuite associé pour venir réparer les dégâts qu'il avait causés, alors qu'il a fait tout seul et que, heureusement, les pays européens ont refusé de venir à son secours en lui disant « Écoute, tu as cassé, maintenant tu nettoies toi-même et on ne va pas venir faire cela ». Mais tous les pays du monde, aussi bien en Afrique qu'en Asie, ont souffert des effets et vont souffrir encore des effets de cette guerre qui va coûter à chaque État et à chaque population. Et ceci est extrêmement pénible. Et donc, il faut aussi peut-être savoir dire non. On fait souvent en géopolitique une différence en disant, certains de mes collègues en France disent, la grande différence c'est entre les pays autoritaires et les pays démocratiques. Cette différence peut exister, quoique il est très difficile de savoir qui détermine les critères, qui détermine qui est autoritaire, qui est démocratique, parce qu'il y a un peu des loupés quand même un peu partout, et que c'est une façon aussi de faire la morale aux autres et de se donner un air supérieur en voulant être celui qui est au checkpoint intellectuel en disant « toi, tu as le droit de rentrer, tu es une démocratie, toi, tu restes à la porte, tu ne l'es pas une ». Je crois que c'est difficile de faire la leçon comme cela. Et je pense que la véritable division du monde aujourd'hui, elle est entre les pays qui chérissent et respectent le multilatéralisme